Mesdames, Messieurs, bonjour. Monde Afrique a l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Ona, Gabonais, figure emblématique de la société civile africaine, secrétaire exécutif de l'ONG Brain Forest. Marc Ona est lauréat du prix Goldman, une sorte de Nobel de l'environnement qu'il a obtenu en 2009. Avec lui, nous allons faire un point sur la COP21, les attentes de l'Afrique, les enjeux. Je vais tout de suite commencer. Marc, la question du financement semble être un des points encore en discussion. Le financement, j'entends des adaptations au changement climatique. Est-ce que cette question de financement est un enjeu important pour les pays africains? Je remercie Monde Afrique de m'avoir accordé cette opportunité d'intervenir et m'adresser au public africain. Je ne pense pas que le problème important soit le problème du financement. Le financement est un élément qu'on veut tout simplement rajouter au débat pour la cosmétique. Ça, c'est mon avis personnel. Le problème ne se pose pas en termes de financement, le problème se pose en termes d'engagement réel des dirigeants africains à s'arrimer au débat actuel sur les changements climatiques. Je prends n'importe quel pays africain, ce ne sont pas les moyens pour venir à bout du phénomène de changement climatique qui se pose. Le problème qui se pose, se résume en termes d'engagement. Qu'est-ce qu'on fait en Afrique pour que ce continent se retrouve dans la situation actuelle, à tous les niveaux? Je suis d'une région d'Afrique centrale. C'est une partie d'Afrique couverte de forêts. Mais malheureusement, quand on regarde les rapports les propositions qui ont été faites par les dirigeants africains issus de cette zone, tout le monde dit que le gaz à effet de serre est occasionné par l'exploitation forestière. C'est ce qu'on dit. Et cette exploitation forestière qui est opérée depuis des années en Afrique centrale génère beaucoup d'argent, mais aussi des conséquences dommageables sur les populations. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement pour éviter et les émissions de gaz à effet de serre et tous les dégâts occasionnés par cette exploitation forestière? Les dirigeants de ces pays n'ont jamais trouvé une solution. Sauf que ces mêmes dirigeants continuent non seulement à attribuer des permis à des multinationales qui viennent d'ailleurs pour déforester, sachant très bien que la déforestation est à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, mais ils attribuent d'autres types de permis aujourd'hui qui sont des permis qui vont dans le sens de l'accaparement de terre à des multinationales asiatiques pour des plantations de monoculture de palmiers à huile et de VA. Or, on sait très bien qu'en Indonésie, en Malaisie et dans les pays asiatiques, le palmier à huile et le VA ont causé des dégâts énormes pour l'environnement. Mais ils embrassent, ces mêmes dirigeants embrassent ces monocultures pour se faire de l'argent au détriment des dégâts environnementaux et le phénomène de changement climatique. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que si un accord est trouvé ici à Paris pour la COP21, et si on met sur la table des sommes colossales qu'on demande, parce qu'on parle de 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, est-ce que les dirigeants africains vont revoir des accords passés avec les multinationales? Est-ce qu'ils vont retirer des permis octroyés à ces multinationales internationales pour l'accaparement de terres, pour déforester? Le Gabon, par exemple, À vous entendre, les pays africains disent généralement, et on l'a entendu ici à cette COP21, nous ne sommes que des victimes. On ne contribue que pour 3%, moins de 4% d'effets de serre. Donc, ils ont une responsabilité eux-mêmes à vous entendre parler. Mais je suis pas d'avis qu'ils soient des victimes. Ils ne sont pas des victimes. Ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs. Parce que s'ils étaient des victimes, les stratégies pour une exploitation durable des forêts africaines, là je suis encore sur le domaine de la forêt, les stratégies qui ont été mises en place, quand vous regardez la plupart des lois de ces pays africains, ce sont des lois qui sont très bien écrites, mais personne ne les respecte. L'exploitation illégale de nos forêts a atteint des niveaux terribles dans ces pays-là. Mais que font ces dirigeants pour empêcher cette exploitation illégale? Ils ne peuvent pas empêcher parce que ils sont eux-mêmes
derrière des multinationales, derrière les entreprises qui exploitent illégalement. Donc, s'ils étaient victimes, ben, ils se doivent de prendre des mesures pour arrêter cette hémorragie. Malheureusement, ils sont acteurs et acteurs actifs. Est-ce que la solution, puisque de toute façon, la question du changement climatique va continuer à se poser et des solutions vont être trouvées, est-ce que la meilleure façon d'y arriver, c'est d'associer la société civile, de mettre en place des régimes démocratiques en Afrique qui soient respectueux de la volonté de leur peuple? Je suis de ceux qui pensent qu'en Afrique, le problème, la pauvreté en Afrique n'est pas liée au manque de ressources. La preuve, tout le monde converge en Afrique pour aller pomper les ressources naturelles, qu'on soit dans le pays du Sahel ou dans les pays de forêt. Tout le monde va en Afrique pour prendre les ressources naturelles. Je vous prends un cas, la RDC, la République démocratique du Congo. Ben, le coltan qui est exploité de manière illégale n'a pas permis à ce pays de devenir une puissance mondiale, parce qu'il n'y a que dans ce pays où on retrouve le coltan qui nous permet d'avoir des ordinateurs, des téléphones portables. Au lieu d'utiliser cette ressource comme une matière stratégique, mais ça devient une matière qui provoque des guerres. Voilà ce qui fait en sorte que aujourd'hui, l'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est extrêmement riche, mais ce sont les dirigeants, les oligarques, qui sont en train de s'imposer dans les États africains pour non seulement asseoir leur égoïsme, mais qui ne veulent pas maintenir la démocratie. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'en Afrique aujourd'hui, le problème, c'est la bonne gouvernance. C'est la gouvernance politique. Quand on aura mis en place des mécanismes démocratiques dans les pays où les peuples ont quand même un mot à dire, je pense que l'Afrique sortira de cette pauvreté. Regardez un peu l'Afrique la plus pauvre. C'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique forestière qui est plus pauvre. Ce n'est pas l'Afrique sahélienne. C'est pas l'Afrique sahélienne. Parce que moi, je suis habitué à aller dans des pays comme le Burkina Faso, le Mali. Quand je regarde l'engagement de ces peuples qui sont extrêmement riches en ressources, mais qui s'activent. Vous prenez les indicateurs du Burkina, vous prenez les indicateurs du Mali ou du Niger, vous comparez avec les indicateurs d'un pays comme le Gabon, mais ce sont les mêmes indicateurs, mais ça ne se justifie pas. Ça veut tout simplement dire que la pauvreté en Afrique est liée à la gouvernance politique. Parce que les oligarques au pouvoir depuis des décennies veulent s'accaparer des richesses au détriment d'une population qui est croupie dans la misère. Bien sûr, avec la complicité des régimes du Nord. Bien sûr. Donc l'Afrique peut finalement financer elle-même ses adaptations au changement climatique à condition qu'elle mette en place les stratégies qui conviennent. Ce n'est pas un problème de financement en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. C'est un problème de stratégie, de gouvernance politique, gouvernance économique. Je prends le cas du Gabon, je préfère parler du Gabon que je maîtrise bien. La forêt a été la première ressource naturelle. La forêt est aujourd'hui le premier employeur du pays. Depuis bientôt 100 ans, on exploite le bois au Gabon. Que représentent les revenus issus de l'exploitation forestière par rapport aux revenus issus du pétrole? Beaucoup. Mais malheureusement, on a mis en place un système d'exploitation illégale, un système d'attribution des permis, un système d'accaparement de terre qui fait en sorte que les revenus du bois sont à la limite infimes. Et pourtant, c'est le premier employeur du pays. Pourtant, ça a été la première ressource naturelle. Ça veut dire qu'on veut minimiser les revenus du bois. Et Dieu seul sait ce que ça engendre, ça génère comme l'argent. Donc, s'il y avait une transparence financière dans ce domaine, on aurait constaté que rien que la mise en valeur, l'exploitation des produits forestiers non ligneux, ça veut dire en dehors de l'exploitation du bois, le tourisme dans nos pays, ou bien la valorisation des écosystèmes en dehors de l'exploitation, ça génère beaucoup d'argent. Mais on a choisi l'option d'exploitation abusive de la forêt, on a choisi l'option d'exploitation illégale parce qu'on protège les multinationales ou bien les entreprises qui opèrent, surtout les entreprises asiatiques, qui sont venues opérer de manière illégale, et on privilégie des grosses sommes d'argent qui sont mises sur la table par les multinationales de l'agrobusiness. Et le palmier à huile, vous pensez que le palmier à huile EVA, ça profite à qui? Ce n'est pas à nos pays, c'est pour alimenter des usines de biocarburants à Singapour ou ailleurs. Donc, ce ne sont pas les populations. Et en plus, ce qui est plus grave, le phénomène d'accaparement de terre, qui transforme les Africains
qui jadis étaient des agriculteurs, qui les transforment en ouvriers agricoles au profit de ces multinationales. Si on change de paradigme, si on a une autre vision de nos forêts, de nos ressources, en se disant, au lieu que nos Africains qui ont toujours été des agriculteurs deviennent des agriculteurs, les transformer en ouvriers agricoles, on va leur attribuer cette terre pour mettre en valeur, en apportant un appui technique. L'argent que la communauté internationale est prête à mettre sur la table des gouvernants et qui vont détourner, si cet argent était mis à la disposition des artisans, des paysans, de manière brute, sans passer par... je pense qu'on aura résolu tous les problèmes. Wangari Maathai, au Kenya, a quand même mis en place un système de plantation d'arbres. Au Burkina Faso, Thomas Sankara, en 4 ans, a lancé l'opération de l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, le Burkina était devenu autosuffisant en 4 ans, parce qu'on a déclenché un déclic dans la tête des Burkinabés. Pourtant, un pays sahélien. Le Burkina exporte, par exemple, des produits que le Gabon ne peut même pas exporter. C'est contradictoire. Il suffit tout simplement de créer un déclic dans la tête des Africains en leur donnant des moyens de mettre en branle le génie créateur à tous les niveaux. L'Afrique va démarrer en moins de 10 ans. À quoi aura finalement servi pour l'Afrique donc la conférence des Nations Unies sur le climat de Paris? Mais c'est les grandes messes des Nations Unies. Que ce soit l'Assemblée générale des Nations Unies ou des conférences des partis pour le climat ou bien d'autres conférences sur la lutte contre la corruption, les Nations Unies ont toujours mis en place des grandes messes qui mobilisent les chefs d'État. Donc l'efficacité est douteuse, on peut le dire. L'efficacité est douteuse. Résultat, nous sommes à la 21e réunion sur les changements climatiques. Ça donne, à chaque fois, c'est l'espoir. J'étais à Copenhague, on parlait d'un fonds vert et autres, mais ça n'a jamais rien donné. On revient sur les mêmes problématiques de financement. Sauf que le jour où on aura trouvé ce financement, mais ça va où? Mais ça va être géré comme tous les financements allant dans la coopération. On nous dit qu'on a créé un fonds vert qui va s'occuper de ça. Vous n'y croyez pas? Vous ne croyez pas à son efficacité, qui est basée en Corée? Mais quels sont les mécanismes de gestion de ce fonds vert? Quels sont les projets qui seront identifiés? Quels sont les acteurs qui vont avoir la primauté? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes, ça va toujours suivre le même circuit, sauf qu'obligation des résultats, il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'on parle d'accord contraignant. Contraignant veut dire que si vous n'arrivez pas à mettre sur le terrain des projets qui vont dans le sens de ce qui a été décidé, on vous sanctionne. Mais qui est capable de sanctionner qui? Parce que tout le monde se tient. Vous pensez que c'est la France, avec des financements de l'AFD, qui va sanctionner le Gabon parce que les dirigeants gabonais n'auront pas bien géré ces financements? Vous pensez que c'est l'ONU qui va mettre des sanctions sur le Gabon? Mais non. Parce que tous ces financements sont issus des dirigeants, sont issus des pays, et ce sont ces pays qui peuvent faire n'importe quoi, et personne ne va sanctionner. C'est ça le mécanisme, c'est ça le principe de fonctionnement de ce type de fonds. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout, parce que ce ne sont pas des fonds privés. Même si c'était des fonds privés, je ne pense pas qu'une multinationale qui a des intérêts au Gabon pourrait sanctionner ce pays s'il ne venait pas à bien gérer les fonds. Merci Marc Ona de votre éclairage. Merci d'avoir apporté cet éclairage à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et téléspectatrices. À très bientôt. Merci de votre attention. Merci.